Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Alors, P.O. Zappa, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Avais-tu une émission spéciale à animer, une conférence à donner? Qu'est-ce que tu fait? Richard, j'ai absolument rien fait en fin de semaine. Je sais pas toi, mais avec cette météo-là, il faisait froid, le ciel était nuageux, les enfants jouaient au Lego et à Minecraft. Alors, je me suis mis sur le divan, je les ai regardés assembler des blocs Lego, assembler des blocs Minecraft, et j'ai absolument rien fait. Toi, de ton côté, ça a été plus actif? Non, pas tellement plus. Un souper trop arrosé samedi soir. Et écoute, P.O., mais t'es pas productif pour l'économie dans ce temps-là, là, quand tu fais rien au week-end. Mais en même temps, il y a des fins de semaine comme ça où je me dis, ne rien faire, c'est probablement la meilleure affaire. Et puis, j'asais de ça avec mes collègues ce matin. On était en rencontre. Là, il fallait que je me mette à travailler ce matin, quand même, lundi matin. Puis, je passais la remarque, ne rien faire, parfois, c'est la meilleure affaire. Je te donne un exemple bien simple. Je regardais les marchés boursiers encore ce matin, à l'ouverture, dans le rouge. On regarde nos placements, les gens nous interrogent, m'envoient des courriels, me disent qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois réduire mon exposition au risque, est-ce que je dois revoir ma stratégie. La meilleure solution, Richard, c'est probablement de ne rien faire. Ne rien faire est la meilleure affaire parce que je regarde depuis le début de l'année sur les marchés boursiers et je suis jaloux d'une personne, Richard. Il s'agit de Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, l'homme d'affaires de 94 ans, le vieux routier des marchés boursiers, qui est surtout président de Berkshire Hathaway, qui est un conglomérat. Lui, depuis le 1er janvier, Richard, il s'est enrichi de 18%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-toi une chose, la bourse de New York a perdu en moyenne 4% depuis le 1er janvier, si on regarde l'indice vedette, le S&P 500. Warren Buffett, lui, est allé chercher 19% de rendement depuis le 1er janvier. Et Warren Buffett, sa fortune est évaluée aujourd'hui à quoi? 165 milliards de dollars. Malgré la tempête là, depuis janvier, lui a réussi à s'enrichir. Et qu'est-ce qu'il a fait, Richard? Rien. Il n'a rien fait. Il a fait comme j'ai fait en fin de semaine, les deux pieds sur le pouf. Il a regardé sa stratégie à l'œuvre. Et sa stratégie, c'est pas de faire des coups de circuit. C'est pas de s'acheter des crypto-monnaies en se croisant les doigts puis espérer de faire un rendement de 500% en l'espace de quelques mois. Ou encore de miser sur les actions qui sont soudainement populaires. Je pense aux micropuces Nvidia. Non, Warren Buffett achète des choses qui sont plates. Kraft Heinz, par exemple. Je veux dire, Warren Buffett est propriétaire du ketchup que vous avez dans votre frigo. C'est pas l'investissement le plus sexy, mais qu'on soit en récession, qu'on soit en boom économique, vous risquez d'acheter quand même du ketchup à l'épicerie. Et grâce à ça, Warren Buffett, lui, s'enrichit. Même chose avec Coca-Cola. Pourquoi Warren Buffett a toujours un Coke sur son bureau, même lors de rencontres très importantes? C'est parce que c'est un actionnaire de Coca-Cola et c'est un des rendements qui s'est avéré payant au fil des dernières décennies. Alors, Warren Buffett s'est enrichi depuis le début de l'année en ne faisant pratiquement rien, évidemment. D'après moi, c'est l'inspirateur des démocrates. Les démocrates, leur politique ces temps-ci, Luc La Liberté m'expliquait ça, c'est de dire on fait rien et on laisse l'autre se planter. On lui donne la corde, puis il va finir par se pendre avec. Et c'est un peu ce qui se passe là, avec toutes les mesures qu'il prend. Il est en train de se mettre les gens à dos. Est-ce que tu es en train de dire que c'est ce qu'on devrait peut-être faire au Canada? Ben écoute, tant qu'être parti dans une éloge de la farniente avec toi cet après-midi, oui, effectivement, lorsqu'on regarde les tarifs, pourquoi réagir? Pourquoi de notre côté de la frontière imposer, par exemple, des contre-tarifs et riposter alors qu'on se tire un peu dans le pied? Je suis là inspiré par la chronique de Michel Girard dans le journal en fin de semaine
qui mettait bel et bien en lumière le fait qu'en ripostant au tarif de Donald Trump et en imposant nous-mêmes des taxes sur ce qu'on importe des États-Unis, ben ça fait en sorte que ça nous coûte plus cher. Puis je vais te donner un exemple parce que c'est pas tout à fait vrai que j'ai rien fait en fin de semaine. J'ai quand même pris le téléphone à un moment donné puis j'ai appelé une entreprise de climatisation. Parce que j'ai un climatiseur à peut-être réparer au début du printemps, donc je veux prendre de l'avance. J'appelle cette entreprise-là et l'employé me dit, écoutez, M. Zappa, vous appelez au bon moment. On fait une promotion en ce moment. On paye les tarifs. Je dis, ah ben, vous payez les tarifs? Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, ah, vous savez, tous les produits qu'on achète dans la climatisation, une forte proportion, sont des produits qui viennent des États-Unis. Et là, ils sont frappés par des tarifs, donc ça nous coûte plus cher. Mais là, si vous réservez à l'avance, on offre une promotion, on paye les tarifs. Vous êtes en train de me dire qu'avant, les promotions, c'était on paye des taxes. Et là, les entreprises vont se mettre à dire non, on paye les tarifs et on les absorbe. Alors, je trouvais que le slogan était pas pire. On paye les tarifs. Et ça met en lumière une chose. À force de vouloir agir, je pense qu'on a parfois l'air plutôt agité. Et ces fameux contre-tarifs qu'on a imposés sur la marchandise américaine, on commence à peine à en ressentir les contre-coups. Je te parle de l'industrie de la climatisation. Ça va être la même chose quand on va se mettre à parler d'électricité, de plomberie, de matériaux de construction. Imaginez tout ce qui vient des États-Unis dans bien des secteurs va faire l'objet de tarifs. Et là, au cours des prochaines semaines, vous et moi, quand on va contracter un service, quand on va avoir besoin d'une pièce, quand on va vouloir changer une hotte dans notre cuisine, on va se rendre compte que ça coûte pas mal plus cher dans bien des cas. Et c'est pas nos contre-tarifs qui risquent de pousser Donald Trump à revenir sur ses décisions. C'est plus lorsque, par exemple, les PDG de GM, de Ford et tout ça vont commencer à faire pression sur lui. Là, peut-être qu'il va bouger plus. Absolument. C'est pour ça que parfois, ne rien faire, c'est la meilleure affaire. Et dans le cas des tarifs de Donald Trump, je pense qu'il est toujours temps pour le prochain gouvernement qui va se faire élire le 28 avril prochain, d'arriver avec une approche qui est peut-être plus sensible au portefeuille des consommateurs, qui, eux, ne seront pas intéressés justement à absorber le choc tarifaire qui s'en vient. C'est sûr, là, parce que si en plus on a les surtaxes de Trump et on s'en impose nous autres, là, veut dire on ne s'aide pas du tout. Mais quand même, rassure-moi, tu es là à 22 heures ou tu fais rien ce soir aussi? Ah, écoute, je vais y penser. J'y ai pris goût à la farniente, à ne rien faire. Mais non, je te rassure, je vais être là au TVA 22h et je m'en vais même au TVA 17h dans quelques instants. C'est la raison qui explique pourquoi je te parle de mon bureau à TVA. C'est pas parce que j'avais envie de rien faire aujourd'hui, Richard. On te connaît. Merci beaucoup. Salut, P.O. À plus, au revoir. Ouais.